Et on débute nos échanges avec une session dédiée au développement économique, d'abord en images. Masaya na, nakaka-stress na kailangan ko magtinda. We come for work in construction field. This workforce is one of the most unorganized sector in our country. De favoriser une agriculture durable, locale, en Île-de-France. Ça marche vraiment bien. Les gens sont demandeurs, c'est des bons produits, donc il n'y a pas de... ça fonctionne. Et on va accueillir dans quelques petites secondes, le temps de l'équiper, comme on dit, Claude Grudnitsky, président de Waterwheel Center, qui vient nous parler de développement économique dans la perspective de la transition écologique et solidaire. Claude Grudnitsky, pardon. Bonjour. Bonjour. C'est à vous pour une petite quinzaine de minutes. Très bien, merci. Bonjour, bonjour à tous. Je disais hier que c'était un vrai plaisir d'être de nouveau ici au Havre. Je me sens un peu chez moi ici, parce que je suis intervenu à la première édition, à la deuxième édition, à la troisième édition, et là je suis très heureux d'être réinvité pour la 7e édition. Alors je vais commencer par me présenter. Je suis Claude Grudnitsky, je suis un entrepreneur culturel actif dans l'univers des médias et de la culture sur 3 continents depuis une vingtaine d'années. J'ai créé 5 entreprises et je voulais vous dire que j'avais fait le choix, à l'âge de 21 ans, de quitter la France. De quitter la France parce que je trouvais que l'entrepreneuriat, qui était la voie que j'avais choisie et qui semblait toute tracée, n'était pas une option pour un jeune issu de ce qu'on appelle aujourd'hui les minorités visibles. C'était difficile parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de freins à l'entrepreneuriat en France à l'époque. Et j'ai fait donc le choix de m'exiler, alors que j'avais grandi à Paris, même si je suis né au Togo, et je me suis exilé à Londres dans un premier temps, et ensuite je me suis installé à New York. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix d'entreprendre dans les univers anglo-saxons? C'est parce que j'avais remarqué que l'environnement était, on va dire, propice à l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est essentiellement de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est la manière dont on peut encourager tous ces jeunes qui ont des idées formidables et qui ont parfois beaucoup de mal à sauter le pas. Alors dans mon cas, j'avais une passion qui était celle de ce qu'on appelle les musiques urbaines, mais surtout le hip-hop, et j'ai construit tout un univers et toute une constellation d'entreprises autour de cette passion qui était le hip-hop et la musique urbaine. Donc j'ai créé donc un magazine qui s'appelle Trace. Ensuite, j'ai choisi de développer ce magazine en version américaine depuis New York. Et on a eu beaucoup de mal à s'installer, à se implanter aux États-Unis, mais on a réussi quand même à émerger à tel point qu'on a été financé par une banque américaine qui s'appelle Goldman Sachs pour développer cette activité média autour d'un pôle magazine et ensuite de chaînes télévision et de supports numériques. Et donc ça a très bien marché. Et j'ai eu la chance ensuite de créer d'autres entreprises, toujours autour de ces thématiques de cultures urbaines. Et grâce
au fait que j'ai réussi à vendre mon entreprise, je me suis dit qu'il fallait que je m'aide aussi à transmettre ce savoir-faire et cet élan entrepreneurial à la jeunesse. Donc j'ai décidé, il y a une petite dizaine d'années, d'accompagner les jeunes à entreprendre. Alors j'ai été très actif aux États-Unis, j'ai été très actif en France et aussi en Afrique. Alors je vais partager avec vous quelques enseignements et qu'est-ce que je peux tirer de mon expérience en France en tant que mentor, en tant qu'investisseur et en tant que, on va dire, entraîneur en quelque sorte de ces jeunes entrepreneurs qui sont souvent issus des milieux populaires. Parce que j'ai un tropisme africain particulier et il se trouve que j'accompagne à titre personnel beaucoup de jeunes issus, comme je disais tout à l'heure, des minorités visibles et dont les parents sont originaires d'Afrique. C'est un choix que j'ai fait parce que, en échangeant avec eux et en discutant avec eux et en passant du temps avec eux, je me suis rendu compte qu'ils avaient souvent choisi d'entreprendre parce qu'ils faisaient état d'une situation de discrimination dans certaines entreprises qui refusaient de les embaucher pour telle ou telle raison. Et donc le choix d'entreprendre n'était pas forcément délibéré, mais était peut-être un second choix, alors qu'ils auraient préféré une vie active beaucoup plus axée sur un choix salarial. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi ils avaient autant de mal à entreprendre. Ils m'ont parlé évidemment des discriminations, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, et on ne peut pas généraliser sur ces sujets-là, et c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ils m'ont dit aussi que le principal problème, c'était la peur de l'échec. Et que lorsqu'on entreprenait en France, et qu'on savait que les jeunes pousses avaient plus de chances d'échouer que de réussir, lorsqu'on entreprenait en France et qu'on échouait, il y avait une forme de stigmatisation qui s'installait, et qu'ils n'arrivaient pas à rebondir. Et que les entrepreneurs qu'ils avaient vus, eux, essayer d'émerger dans leurs environnements, avaient du mal à rebondir après l'échec. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai partagé avec eux ma propre expérience, qui était celle d'une première aventure entrepreneuriale, qui était celle d'un premier échec. Lorsque j'ai créé ma première entreprise, j'ai dû déposer le bilan au bout de 12 mois, parce que j'avais 23 ans, parce que je ne savais pas ce que je faisais, parce que je ne savais pas comment gérer les actionnaires, parce que j'étais trop sûr de moi, parce que, voilà, erreur de débutant. Et après ce premier ballon d'essai qui a été infructueux, j'ai lancé une deuxième entreprise qui a très très bien marché. Alors le travail que je fais avec ces jeunes entrepreneurs des banlieues ou des quartiers populaires, aujourd'hui, c'est vraiment de leur expliquer que l'échec est formateur et que s'accomplir en tant qu'entrepreneur, c'est surtout tirer des leçons de ces échecs et de ne jamais répéter les mêmes erreurs. Et c'est pour ça que j'étais vraiment content de voir qu'aujourd'hui les choses, et de constater qu'aujourd'hui les choses sont en train de changer en France et que la prise de risque est en train de s'installer de la même manière que j'avais vu les choses évoluer dans les univers anglo-saxons dans lesquels j'ai décidé d'entreprendre. Et pas plus tard que la semaine dernière, à Paris, ont été organisés les Restart Awards. Les Restart Awards, donc les prix pour ceux qui avaient échoué, comme moi, et qui avaient réussi à rebondir. Et voilà, donc aujourd'hui, on décerne des prix à des entrepreneurs qui avaient entrepris et échoué, et qui, ensuite, arrivent à rebondir en ayant tiré les leçons de leurs échecs. Parfois, je parle de leurs échecs parce que j'ai rencontré d'autres serial entrepreneurs, comme on les appelle aujourd'hui, qui avaient échoué pas une, mais 2, voire 3 fois, et qui ont réussi au bout de la 4e fois. Donc, le premier apprentissage pour ces jeunes entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui, c'est vraiment de les aider à surmonter cette peur de l'échec et de se dire qu'il y a une vie après l'échec. Ensuite, on se met à regarder l'environnement concurrentiel et l'environnement qui favorise ou pas l'entrepreneuriat. Et je suis vraiment très très heureux de constater qu'aujourd'hui, il y a une vraie démarche au niveau de l'action publique pour accompagner ces jeunes qui ont des idées. Hier,
au cocktail du LH Forum, j'ai eu la chance de bavarder pendant une petite dizaine de minutes avec un entrepreneur du Havre qui a créé une structure pour le logement social, ou on va dire logement abordable. Et cette structure s'appelle Logéo. Je ne sais pas si vous connaissez cette structure, mais cet entrepreneur me disait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est acteur sur le marché et de ce qu'on appelle aujourd'hui les territoires positifs, on se devait d'identifier et d'accompagner des jeunes talents dans leur démarche entrepreneuriale. Alors cet entrepreneur, qui est le directeur général de cette structure Logéo, a aujourd'hui mis à la disposition de ces entrepreneurs des espaces de coworking, comme on appelle ça, des espaces de travail partagés, qui permettent à quelques jeunes entrepreneurs d'expérimenter dans un environnement fertile, où il y a d'autres entrepreneurs qui ont parfois les mêmes problématiques, les mêmes problèmes à résoudre et les mêmes ambitions. Et surtout, c'est l'esprit collaboratif qui est encouragé dans ce type d'incubateur. Et ce que je trouve vraiment intéressant avec le débat qu'on va avoir tout à l'heure sur l'entreprise et la jeune entreprise en banlieue, c'est le fait que certains jeunes puissent aujourd'hui avoir la chance de s'adosser à des structures existantes et à de nouvelles initiatives qui encouragent la collaboration entre jeunes pousses. Et ce que je disais à cet entrepreneur du Havre, c'était que la stratégie d'alliance était vraiment déterminante et que ce qui était intéressant, c'était que l'État, c'est que la ville du Havre et que la région s'impliquent dans cette démarche d'incubation et ensuite s'associent éventuellement avec des banques ou des structures financières pour financer ces jeunes structures avec peut-être un peu de capital risque, et en se disant que même s'il n'y a qu'une des 10 entreprises qui fonctionne, ben c'est la loi du capital risque, on aura misé sur le bon cheval et que 10% de taux de succès, c'est pas si mal que ça. Et donc aujourd'hui, j'encourage les décideurs du gouvernement et des grandes structures et des plus petites structures économiques à aider ces jeunes à émerger grâce à ce type de démarche d'incubation. Et cette collaboration-là, en fait, participe aussi à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intrapreneuriat dans les entreprises. L'intrapreneuriat est un terme très très à la mode parce qu'on se rend compte que certaines grosses structures implantées, bénéficiaires, n'innovent pas autant qu'elles devraient. Et que le fait d'accueillir dans des grosses structures, dans des grandes entreprises, des jeunes qui ont des idées, ça peut être porteur de fruits et révélateur d'innovation. Alors, puisqu'il me reste que 3 minutes pour conclure, je voulais quand même citer quelques exemples de jeunes qui ont entrepris et qui ont réussi à émerger grâce à l'appui d'entreprises, grâce à l'appui de structures municipales et grâce aussi à l'émulation qui est créée dans ce type de mode d'incubation. Alors je vais citer un exemple qui est celui de l'univers dans lequel j'évolue, qui est celui de l'univers culturel. Alors, j'ai accompagné depuis 2011 une jeune entrepreneuse que j'ai rencontrée ici au Havre. Elle s'appelle Ndai Diobai, elle a grandi dans le 93 et je l'ai rencontrée ici à la première édition du LH Forum parce qu'elle était stagiaire, elle était étudiante à Sciences Po délocalisée ici au Havre à l'époque. Elle était stagiaire, elle aidait en fait à placer les intervenants dans un amphithéâtre qui n'était pas si différent de celui-ci. On n'était pas encore au Volcan, mais c'était au dock de l'autre côté. Et je trouvais qu'elle avait quelque chose. Et après mon intervention, j'ai été lui parler et je lui ai demandé quel était son rêve. Elle me disait qu'après ses études, ce qui l'intéressait, c'était de créer une structure active dans l'univers de la communication, mais elle ne savait pas encore comment ça pouvait s'exprimer. Alors j'ai décidé à ce moment-là de devenir son mentor. C'était un choix mutuel parce que, en tant que mentor, je trouvais que je transmettais, mais que je recevais aussi beaucoup.
et je l'ai accompagnée en tant que mentor tout le long de ses études. Et ensuite, je l'ai embauchée dans une de mes structures. Après qu'elle ait eu son diplôme, après l'obtention de son diplôme, elle a travaillé avec moi pendant 1 an. Et nous l'avons aidée à créer une structure dans l'événementiel qui est active aujourd'hui aussi bien en France qu'en Afrique, sachant que cette jeune franco-sénégalo-malienne voulait redécouvrir un peu ses origines africaines, parce qu'elle avait grandi à Paris, mais elle se sentait très attachée à l'origine de ses parents au Mali et au Sénégal. Et aujourd'hui, elle a créé une structure qui s'appelle Bleuette, qui a 5 ou 6 clients dans l'événementiel, dans la communication, la stratégie de communication et la communication événementielle, et elle arrive à très très bien s'en sortir, sachant qu'elle est déjà sortie du mode auto-entrepreneuriat et qu'elle a déjà une structure, elle est prête à embaucher d'autres jeunes. Donc à 25 ans, elle est chef d'entreprise et c'est le rêve qui arrive à se réaliser. Mais pour conclure, vraiment, je voulais dire que ça ne se réalise jamais seul et que c'est cette démarche de collaboration qui arrive à porter certains jeunes pousses et à leur permettre de se pérenniser dans un environnement extrêmement difficile. Je vous remercie et j'ai hâte d'échanger avec vous lors de la table ronde. À tout de suite.